Notre premier invité, comme je le mentionnais, est Dr. Martin Junot, directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal et cardiologue. On sait tous que le régime méditerranéen consiste en une consommation abondante de produits végétaux, un apport relativement élevé en matières grasses, principalement sous forme d'huile d'olive, combiné également à une faible consommation de viande rouge, de charcuterie et de sucreries. Docteur Junot, ce régime est-il suffisant pour entraîner des effets positifs sur la santé cardiovasculaire, même chez les personnes qui ont subi un accident cardiaque? Oui, bien écoutez, je vais essayer de répondre à la question dans les prochains 20 minutes. D'abord, quelques renseignements. L'Observatoire de la prévention, vous pouvez le visiter en googlant Observatoire de la prévention Institut de cardiologie de Montréal ou en faisant Observatoire prévention en un mot.org. Tout ce que je vous dis là est dans différents blogs sur l'Observatoire, là, avec tous les hyperliens. Alors, je vous invite à le visiter et mon livre que j'ai publié il y a 3-4 ans, là, qui résume aussi les questions de prévention. Ça fait qu'avant de parler d'alimentation à proprement parler, pourquoi on fait tout ça? C'est pour améliorer l'espérance de vie en santé. Puis vous voyez ici les chiffres au Canada, l'espérance de vie des hommes, l'espérance de vie totale, c'est 78 ans, mais l'espérance de vie en santé est de 68. Alors, il y a 10 années à vivre avec une ou plusieurs conditions chroniques. Puis pour les femmes, c'est pire. L'espérance de vie est de 83, mais en santé, de 71. Donc, c'est 12 années. Et vous allez me dire comment ça se fait. Il me semble que ça ne paraît pas beaucoup, 78 ans, 83 ans. Ça, il faut savoir que c'est l'espérance de vie à la naissance. Mais si vous avez 50 ans, vous atteignez l'âge de 50 ans, bien, vous avez une espérance de vie de beaucoup plus que ça, là, de 35, 38 ans, comme je vais vous montrer un peu plus loin. Et il y a beaucoup de recherches en ce moment pour essayer d'améliorer l'espérance de vie en santé. C'est le but de la prévention. Ce n'est pas nécessairement d'amener les gens à vivre très, très longtemps. Et cette diapo-là, c'est tiré de l'American Federation of Aging Research. On voit que les centenaires, ce n'est pas juste qu'ils vivent jusqu'à 100 ans et plus, mais si vous voyez les maladies, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais la plupart des gens normaux commencent à être malades dans la soixantaine. Puis dans la soixantaine, bien, on a 60% des gens là, qui sont en parfaite santé, mais il y en a 40 qui ont déjà des problèmes, tandis que chez les centenaires, c'est à 80 ans qu'on voit ça. Donc, c'est cet écart-là qu'on veut réduire. On veut améliorer le plus possible l'espérance de vie en santé pour améliorer la qualité de vie. Alors, je vous parlais de l'espérance de vie à 50 ans. Ça, c'est une étude sur 123 000 personnes. Vous voyez à gauche les femmes qui atteignent l'âge de 50 ans. S'ils n'ont aucune bonne habitude de vie, ils vont vivre 29 ans. Quand même pas mal. Mais s'ils ont toutes les bonnes habitudes de vie, c'est-à-dire bien manger, comme on va en parler, faire de l'exercice modérément, boire modérément d'alcool, un peu à modérer, garder un poids santé et ne pas fumer, ben c'est 43 ans l'espérance de vie au lieu de 29. Donc, ils gagnent 14 années. Les hommes qui arrivent à 50 ans, ils ont 25 ans d'espérance de vie s'ils n'ont aucune bonne habitude de vie, mais ils en ont 37 de plus. Donc, 12 années d'espérance de vie additionnelle s'ils ont toutes les bonnes habitudes de vie. Donc, un gros gain. Et une autre façon de le montrer, le risque d'infarctus du myocarde, si vous n'avez aucune bonne habitude de vie, il est de 1000 événements, de 1000 chances sur 100 000. Si vous n'avez aucune bonne habitude de vie, si vous les avez toutes, les bonnes habitudes de vie, bien, ça tombe à 110 sur 100 000, donc une réduction de 85 %. Et ça, c'est indépendamment de votre taux de cholestérol, de votre hypertension, etc. Donc, les habitudes de vie, c'est de loin la meilleure façon de garantir une espérance de vie en santé. Si on regarde aux États-Unis, puis c'est la même chose au Canada, les causes de mortalité, vous voyez ici le tableau en haut, bien, le gros de la mortalité est dû, vous le voyez ici à gauche, les risques diététiques, c'est-à-dire la mauvaise alimentation, là, c'est la pire colonne. En dessous, vous avez le tabac en deuxième. Puis le panneau du bas,
c'est pour l'invalidité. Alors là, le tabac est en premier. Après, vous avez l'obésité et la nutrition en troisième. Mais on s'entend que la nutrition et l'obésité, là, c'est pas mal relié. Alors, l'alimentation est toujours en cause dans les premières causes de mortalité ou d'invalidité. Ça, c'est un article du New York Times par un de mes collègues qui fait la même chose que moi à l'Université de Tufts aux États-Unis, Mozaffarian, qui disait « Notre nourriture tue beaucoup trop d'entre nous et il y a 10 aliments ou classes d'aliments qui sont responsables ou qui sont impliqués dans la mortalité prématurée, cardiovasculaire, AVC, etc. Alors, à gauche, c'est ce qu'on ne mange pas assez. Donc, on ne mange pas assez de noix et de graines, pas assez d'oméga 3 de sources végétales ou poissons, pas assez de légumes, pas assez de fruits, pas assez de grains entiers, pas assez de polyinsaturés. Et par contre, à droite, bien, on mange trop de sel, trop de viande de charcuterie, de type charcuterie, trop de boissons sucrées et un peu trop de viande rouge. Et si on regarde l'évolution de l'obésité, c'est la ligne rouge. Alors, on voit que ça a beaucoup augmenté en rouge. C'est 35 depuis les années 50. Tout le monde sait ça. Mais regardez, en noir, c'est le nombre de calories. Alors, on est passé de 2100 calories à 2800 calories par jour. Alors, ce n'est pas de la science rocket science, comme on dit. Pourquoi les gens sont obèses? Parce qu'on mange trop. Et contrairement à ce qui est véhiculé, ce n'est pas parce qu'on fait moins d'exercice. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais vraiment, on mange trop. Puis on dit que c'est 80 alimentation, 20 exercice, l'obésité. Est-ce que c'est les gras ou les sucres le problème? Il y a une grosse controverse. Moi, je vous dirais, c'est clair, c'est les deux. Alors, les petits points foncés, c'est les gras saturés. Alors, vous voyez, plus on en mange, plus la mortalité augmente. Mais les petits points blancs, c'est les sucres ajoutés. Alors, c'est exactement la même courbe. Alors, il n'y a pas de controverse. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. On mange trop de gras, trop de sucre. Alors, l'industrie essaie de nous faire croire que le problème, c'est de la sédentarité. There's no question that sedentary lifestyle a causé la crise de l'obésité, mais c'est complètement faux, comme je vous disais tantôt. Mais c'est le message que toutes les compagnies de malbouffe s'évertuent à répéter. Balance lifestyle, en voulant dire active balance lifestyle, c'est faites de l'exercice, comme ça, vous pouvez manger ce que vous voulez, ce qui est entièrement faux. Toute la science de l'alimentation depuis 50 ans a débuté par une grande étude qui s'appelait l'étude des 7 pays d'un médecin qui s'appelait Ansel Keys, un grand épidémiologiste. Ça a été repris par d'autres. Et je vous résume l'étude des 7 pays avec 2 des 7 pays. Alors, la Crète, ici à droite, où on voit qu'il y a 40 des gras des Crétois, des aliments des Crétois qui étaient sous forme de gras. Et tout de suite à gauche, la Finlande, 38 Mais si vous regardez en rose, bien, les Finlandais ils ont énormément de mortalité cardiaque. Regardez la colonne rose, là, pâle dans le rouge, qui monte à 3000, alors que les Crétois en ont presque pas. Alors, comment ça se fait? 38 de gras, 40 de gras, c'est pas mal pareil. La différence, c'est que les Crétois, leurs gras sont à base d'huile d'olive, de noix et d'avocat, des gras qui sont de bonne qualité, alors que les Finlandais, c'était ce qu'on sait, là, de la crème, du beurre, des fromages, des saucissons, etc. Alors, tout a commencé là et étude après étude, on a vu pas mal la même chose et ça a amené à l'alimentation méditerranéenne que vous voyez là, la base, les produits céréaliers à grains entiers, fruits, légumes, fèves, légumineuses et noix, très important comme source de protéines végétales. Je vais y revenir. Les gens pensent que les protéines végétales, c'est moins bon que les protéines animales, mais c'est exactement le contraire. Ce sont des meilleures protéines sur le plan de la prévention. L'huile d'olive comme bon gras ou canola, c'est une bonne huile, canola, sur le plan de la santé, mais elle n'est pas très bonne au goût. Pour ça et puis, il y a beaucoup plus d'études sur l'huile d'olive. Alors, nous, on favorise l'huile d'olive. Produits laitiers maigres, lait, fromage, yogourt.
Poisson, les viandes blanches, viande rouge plus haut. Donc, plus vous montez, moins on doit en manger. Les œufs sont en haut et en haut, les sucreries, desserts là, qui doivent être vraiment occasionnels et non pas à tous les repas. Qu'est-ce que ça donne? Bien, dans une très grande étude sur des milliers de personnes, en fait 7000 personnes en Espagne, on a vu que si on compare une diète standard où on réduit un peu les gras puis on essaye de bien manger, ce qu'on appelle une diète prudente, versus la diète méditerranéenne, bien, il y a 35 de réduction du risque cardiovasculaire à 5 ans, après seulement 5 années. Et puis, on voit que les courbes se différencient très, très vite là, après la première année déjà avec l'alimentation méditerranéenne. Alors ça, c'était pour les maladies cardiovasculaires. Ils ont étudié le cancer du sein et puis ils ont obtenu exactement les mêmes résultats. La diète méditerranéenne, qu'elle soit plus riche en noix ou plus riche en huile d'olive, parce qu'il y avait 2 groupes à l'intérieur de la diète méditerranéenne, diminue également le risque de cancer du sein. Donc, c'est intéressant, après seulement 5 ans. Même chose pour la cognition. Ils ont regardé le déclin cognitif et ils sont aperçus que l'alimentation méditerranéenne améliorait la mémoire et la cognition, alors que le groupe contrôle voyait tout ça se détériorer après 5 ans à cause de l'âge. Très rapidement, les bons gras, on les voit ici en bas, les monoinsaturés. Alors, on trouve ça dans les amandes, les autres noix, l'huile d'olive, les avocats. Les autres très bons gras, c'est les gras polyinsaturés oméga 3 que vous voyez ici, c'est les poissons. Mais si vous n'aimez pas le poisson ou vous êtes végétarien, vous pouvez trouver vos oméga 3 dans les graines de lin, dans le soya et dans les noix. Et ce sont des aliments qui sont très anti-inflammatoires. Je remonte à droite en haut, les gras trans, c'est ce que vous devez éviter absolument. C'est les huiles hydrogénées, shortening, etc. Et à gauche, vous avez les gras saturés. On ne dit pas de ne pas les manger. Ce n'est pas 0, mais c'est 10 de vos calories. Alors, je répète toujours aux gens de ne pas s'énerver s'ils disent « moi, je vais me mettre un peu de beurre sur mes toasts. » Bien, si vous ne mangez pas du bacon puis du steak ce jour-là, si votre seul gras saturé, c'est le beurre, bien, vous n'allez même pas atteindre 10 Alors, si vous mangez du yogourt 2 un peu de beurre, c'est ça votre gras saturé, ça va, un peu de fromage. Mais l'idée, c'est de limiter à 10 des gras totaux, des calories totales. On sait que les gras de l'alimentation, ce n'est pas juste bon pour le cœur, mais ça, c'est-à-dire c'est mauvais, c'est pas juste mauvais pour le cœur, les gras saturés ou les mauvais gras, mais ça augmente aussi beaucoup le risque de démence et ça, c'est connu depuis longtemps. Une grande étude qui a lieu en Finlande depuis plusieurs années, qui a combiné alimentation méditerranéenne, exercice et exercice cognitif, a montré qu'une intervention de 2 ans, seulement 2 ans, si on suit à 9, presque 10 ans, vous voyez en rouge le groupe contrôle qui ne suivait pas les interventions ont des événements incluant la mortalité, les AVC, qui est 2 fois plus élevé que ceux qui suivaient l'intervention. Donc, les interventions qu'on pratique et qu'on préconise sont vraiment très efficaces à moyen terme, pas seulement à très long terme. Je vous ai parlé des protéines végétales versus les protéines animales. Ça, c'est une étude qui les a comparées pour la mortalité de toute cause, pour les cancers, les maladies cardiovasculaires et dans toutes les maladies chroniques, on voit qu'il y a un avantage certain à avoir des protéines qui sont plutôt à base de plantes qu'à base animale, alors qu'on a longtemps véhiculé que ce n'était pas des protéines complètes, etc. Mais la science a démontré qu'il y avait un avantage aux protéines végétales. J'en profite pour parler du cancer du sein et du soya. Il y a encore malheureusement beaucoup de médecins qui disent aux femmes d'éviter le soya, le tofu à cause du risque du cancer du sein, surtout s'ils ont fait un cancer du sein. Et ça, c'est une étude chez des survivantes du cancer du sein qui montre exactement le contraire. Maintenant, c'est très bien documenté. Le tofu, le soya
prévient les récurrences de cancer du sein et prévient même leur occurrence. Donc, c'est véhiculé encore je dirais, dans le milieu médical parce que le soya, c'est des phytoestrogènes. Donc, les médecins associent phytoestrogène à estrogène. Cancer du sein, c'est lié aux hormones, donc il faut éviter ça. Mais c'est faux. Et je vous montre une étude, là, mais il y en a des temps. Je vous parle rapidement de la diète d'Okinawa parce que ça a beaucoup été discuté. Ça donne les mêmes résultats que la diète méditerranéenne et ça se ressemble énormément. La seule différence, c'est que sur l'île d'Okinawa, la base, c'est les légumes et les fruits, les légumineuses. Suite après, et les grains entiers sont plus hauts. Si vous vous rappelez, méditerranéen, les grains entiers sont la base de la pyramide. Alors, à Okinawa, c'est fruits et légumes. Alors, je vous dirais que les deux types d'alimentation se ressemblent énormément. On peut faire régresser la maladie coronarienne, on le sait depuis plus de 30 ans par les études du Dr. Ornish. Je vous montre l'image à droite. Vous voyez une coronaire droite très, très bloquée ici, là, un long blocage sur un long segment. Et après 32 mois de diète végétalienne et exercice et gestion du stress, vous voyez une régression de la maladie avec une réouverture de l'artère. Et ça, ce n'est plus à démontrer, c'est bien connu. Est-ce que la diète keto est bonne? Parce qu'on entend ça aussi. Pour la perte de poids, si vous regardez les études diète keto versus des diètes qui sont pas du tout keto, là, qui sont, disons, végétariennes, vous voyez qu'à 24 mois, 2 ans, il n'y a pas grande différence. Peut-être un petit avantage pour la diète keto, mais c'est minime. En général, quand je vous dis qu'il y a un petit gain supplémentaire, on parle d'1 kilo à 2 ans pour le keto. C'est sûr que c'est efficace. Malheureusement, la diète keto, elle est très riche en gras de toutes sortes. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est oui au keto si vous le faites avec des bons gras, ce qui devient à ce moment-là très restrictif parce qu'on est limité à des poissons, à de l'huile d'olive, des noix et des avocats. Alors, on ne peut pas si vous mangez vos gras sous forme de viande rouge, des œufs, de la crème, bien, vous allez avoir vous n'aurez pas évidemment des conséquences très heureuses là, sur le plan cardiovasculaire. Ça ici, je vous montre ça, c'est une comparaison d'une diète low carb, Atkins, versus une diète végétalienne, celle de Ornish. Vous voyez les résultats individuels des participants. Alors, si j'attire votre attention sur le fait que la réponse individuelle, et vous allez avoir une conférence sur la génétique, les réponses individuelles sont extrêmement variables. Alors, vous avez des gens qui vont perdre 20 kilos avec la diète Ornish et même chose pour la diète Atkins. Puis à l'inverse, vous en avez qui vont en gagner. Alors, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Alors, on s'ajuste, nous, on regarde comment le patient réagit à un type d'alimentation et on modifie en fonction de l'expérience. Ici, c'est une comparaison face à face de la diète keto versus la diète, disons, végétalienne. Et sans rentrer dans les détails, on voit que oui, il y a une perte de poids de la diète low carb en rouge qui est un petit peu supérieure. Par contre, ils ont perdu de la masse maigre. Et ce n'est pas ça qu'on veut, hein? On veut perdre de la masse grasse. Et la diète de type végétarienne a atteint ce but-là, a préservé la masse maigre. Un mot sur la viande, plus on en mange, même de la viande rouge, plus le risque de maladies chroniques, cardiovasculaires et autres augmente. C'est sûr qu'on parle pas d'un risque élevé là, quand on en mange très peu. Je ne veux pas démoniser la viande, mais il reste que, c'est pour ça qu'on dit de limiter la viande rouge. Ça, c'est toutes les méta-analyses sur alimentation végétarienne versus les autres formes. Et on voit toujours un net avantage dans toutes les méta-analyses pour une alimentation végétarienne. Ça, c'est on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est tous les mécanismes maintenant bien documentés par lesquels l'alimentation végétarienne montre ses bénéfices. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le microbiome vraiment longtemps, juste pour vous dire que quand on mange un steak, il y a un pic d'une molécule qui s'appelle le TMAO, qui est une molécule très inflammatoire. Si on donne des antibiotiques 2 semaines, on redonne un steak, il n'y a pas de pic. Pourquoi? Parce que c'est les bactéries des intestins qui transforment
ce qu'il y a dans la viande pour faire cette molécule-là qui est le TMAO. Et si on laisse les colonies bactériennes se repeupler, bien, on va revoir le pic de TMAO. Mais si on donne un steak à un végétarien, il n'y aura pas ce pic-là. Alors, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une interaction entre notre microbiome, évidemment, et ce qu'on mange. Et plus le TMAO est élevé dans le sang, plus le risque d'accident cardiaque augmente dans le temps. Un mot rapide sur le jeûne, nous, on a commencé à s'intéresser à ça il y a une dizaine d'années, pas juste pour la perte de poids, mais pour diminuer l'inflammation, améliorer la pression artérielle, le diabète. Et maintenant, ça, c'est un article du New England Journal of Medicine. Donc, quand c'est dans le New England, bien, on peut dire que ça devient mainstream. Et ça, c'est deux grands auteurs là, dans le domaine, Raphaël Decabo et Mark Mattson. Et bon, je ne veux pas rentrer évidemment dans les mécanismes, mais juste pour vous dire que tous les mécanismes que vous voyez ici, l'industrie pharmaceutique travaille très activement pour essayer de trouver comment faire la même chose que le jeûne, parce que ça améliore tellement de maladies chroniques qu'évidemment, ça serait très rentable sur le plan financier si une molécule ou des molécules pouvaient imiter le jeûne. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les mécanismes, mais ils sont très, très bien documentés maintenant. Ça augmente les corps cétoniques, la résistance au stress, ça augmente les réparations de l'ADN, diminue l'insuline, etc. Et indépendamment de la perte de poids, vous avez des bénéfices métaboliques très importants. Pour ça que dans cet article-là du New England, donne même les recettes. On n'a pas le temps d'en parler là. Je peux peut-être en parler dans les questions. Mais on a fait des articles dans l'Observatoire sur le sujet. Mais l'idée, c'est de réduire la fenêtre pendant laquelle on mange. Évidemment, personne ne veut jeûner 2-3 jours. Là. Mais déjà, si vous arrêtez de manger à 7 heures le soir, vous déjeunez à 7 heures le lendemain matin, vous avez fait 12 heures de jeûne sans vous forcer, juste par la nuit. Alors, c'est déjà très bon. Si vous allongez un peu en omettant le petit déjeuner, puis vous dîner à midi, bien, vous allez avoir 16-17 heures de jeûne. Et déjà, si vous faites ça 2-3 fois par semaine, vous avez un effet bénéfique important. Là, vous voyez tous les effets bénéfiques sur le poids, la pression artérielle, les lipides et le diabète, la résistance à l'insuline. Je vais juste terminer en vous disant que Dr. Ornish et son groupe ont suivi des gens pendant 5 ans avec alimentation végétalienne, exercice, gestion du stress. Ils ont mesuré la longueur des télomères que je vous montrais ici, qui est le petit capuchon blanc qui protège notre ADN sur les chromosomes. Plus il est long, plus vous allez vivre longtemps. Et Ornish a vu qu'après 5 ans, dans le groupe intervention, les télomères avaient allongé au lieu de diminuer avec les années, comme c'est le cas normalement, alors qu'évidemment, les télomères ont baissé dans le groupe qui n'a pas eu l'intervention. Je dis évidemment parce qu'avec l'âge, les télomères baissent. Autrement dit, il a renversé l'effet du vieillissement. Alors, je vais arrêter ici pour vous donner le temps pour les questions. Merci de votre attention. Merci, Dr. Junot. On va donc utiliser la boîte de discussion si vous avez des questions. Peut-être pendant que les gens écrivent leurs questions, j'en aurai une pour vous parce qu'il y a plusieurs façons de faire cette transition-là. Ce serait quoi les premières étapes pour s'assurer qu'après quelques mois, quand on change notre régime alimentaire, qu'on s'assure qu'on va pouvoir continuer, parce qu'on peut aller dans les extrêmes, mais j'imagine qu'il y a des conditions gagnantes pour que ça fonctionne et que ça perdure. Bien, c'est sûr que la première chose, je dirais, c'est que l'alimentation méditerranéenne chez les Québécois, ça ne présente pas un grand défi. Moi, j'ai des étudiants qui sont partis de chez nous, qui sont allés étudier aux États-Unis. Là-bas, c'est un défi. Là. Par exemple, à la clinique Mayo, on a envoyé un de nos médecins là. Dans le Midwest, là, les gens, ils mangent du poisson pané là, et des frites. Ils ne peuvent pas manger un saumon cuit avec un peu d'huile d'olive puis une salade à côté. C'est impensable. Alors, les Québécois, à cause de nos origines européennes probablement, c'est très facile. Je n'ai pas encore vu de patient qui me disait « Docteur, ce n'est pas mangeable. » Je n'ai pas pu tenir. Alors, moi, je dirais la base, c'est l'alimentation méditerranéenne. Donc, une abondance de fruits et légumes, grains entiers, je vous dirais, gros problème pour bien des Québécois, des
Il y en a qui tiennent beaucoup à leur pain blanc. Il y en a qui tiennent beaucoup à leur riz blanc. Alors, le riz entier, par exemple, contient 3 à 5 fois plus de fibres. C'est pas banal. Les pâtes aussi. Alors, je dirais que c'est là le gros problème je dirais le petit défi des Québécois, c'est les grains entiers et les noix légumineuses. Les Québécois associent les légumineuses au bin, au fèves au lard, ça fait un peu pauvre, mais les légumineuses, c'est une constante dans le monde. Tous les endroits du monde où on a la base des protéines, c'est les légumineuses. Ce qu'on appelle les blue zones, là, les places où il y a des centenaires, c'est toujours la même constante. Les protéines, en majorité, viennent des légumineuses. Donc, ça, on a du chemin à faire. En plus, ça ne coûte rien. Oui. Moi, j'achète ça chez Avril bio, là, 2,5 $ pour une boîte qui me fait 2 repas. Alors, je vous dirais, c'est ça. Puis ensuite, ben, c'est d'augmenter progressivement, c'est-à-dire de diminuer progressivement la place de la viande. Progressivement, pas du jour au lendemain. Et puis, on en garde, mais quoi, 2, 3 fois par semaine et non pas 14 fois, là, comme les Québécois. Parfait, merci. On a une question. Et puis, on peut intégrer la période de jeûne intermittent. Là. Surtout ne pas manger, je dirais, faites pas de jeûne, là, nécessairement, mais au moins, mangez pas le soir. Vous finissez de souper, fini, déjeuner le lendemain matin. Parfait. On a une question concernant les liqueurs diète sans sucre. Donc, comparativement au... Oh. Je vais essayer de l'interpréter, mais est-ce que vous avez une opinion? Je vous dirais, nous, on ne le recommande pas parce que les succédanés de sucre, ce n'est pas qu'ils sont nécessairement très toxiques pour la santé, quoiqu'il y a 2-3 études qui suggèrent que l'interaction de ces faux sucres-là dans le microbiome, ça crée des molécules toxiques. Mais je vous dirais, la principale chose, c'est que ça truque le cerveau. Votre cerveau, sent le sucre, goûte le sucre, sait qu'il y a du sucre, mais il n'y a pas de calories qui suivent. Alors, ça nous invite à manger plus. Et les études qui ont comparé les gens qui qui buvaient des boissons sucrées avec des faux sucres, ils ne perdent pas de poids. Puis souvent, ça nous donne une permission de manger plus. J'ai dit, j'ai pris un coke diète, je peux prendre le dessert. Alors, je ne le recommande pas. Puis moi, je recommande à mes patients de se défaire, de se sevrer du goût du sucre. Moi, j'en mange plus. Vous allez dire que je suis un moine, là, mais j'en mange plus depuis 30 ans du sucre ajouté. Là. Et puis, je peux vous dire, quelqu'un me sert une bouchée de gâteau, puis j'ai presque mal au cœur. On se sève facilement du sucre, puis on s'habitue facilement. Parfait. J'ai on a le temps peut-être pour une ou deux autres questions. Là. La première, c'est est-ce que l'avoine est meilleure ou équivalente au blé? Non, je vous dirais blé entier, puis avoine qui n'est pas raffinée. Normalement, elle ne l'est pas. C'est bon. Toutes les céréales se valent. Les gens aiment beaucoup. Là. Il y a toute une mode pour les vieilles céréales, là. Le camut, puis tout ça. Mais écoutez, moi, je vous dirais, ce n'est pas le type qui compte. C'est vraiment d'avoir des grains entiers, là, que ce ne soit pas des farines raffinées. Parfait. Les légumineuses ne sont-elles pas inflammatoires? Non. Non, il y a un auteur, j'oublie son nom, là, qui a beaucoup écrit là-dessus, que ces aliments-là sont à proscrire, etc. Écoutez, il est vraiment unique dans sa position, puis malheureusement, il y a des followers, beaucoup, là. Non, les légumineuses, c'est d'excellentes sources de protéines. On ne leur connaît pas bien de défauts, là. En plus, ça baisse le cholestérol. Non, c'est plutôt anti-inflammatoire. Donc, peut-être, je vais extensionner d'une autre. Le gras de canard, c'est un bon gras, c'est mythe ou réalité? C'est un meilleur gras. C'est vrai. C'est plus des monos. Alors, je vous dirais, si vous avez le choix entre, vous avez 2 morceaux, vous avez le choix pour le souper entre un steak de bœuf et puis un magret de canard, je dirais le canard. Oui, il y a un petit avantage.